Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine, où nous allons nous intéresser aux arnaques à l'épargne qui se sont fortement accrues durant la pandémie. Faux livrets hautement rémunérateurs, investissements bidons en parking ou faux investissements dans les whisky, les champagnes ou même les cheptels de vaches. Les arnaques ont été nombreuses et nous allons tenter de comprendre pourquoi et de prendre un petit peu de recul sur la situation actuelle. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Bonjour Claire Castanet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et nous avons également le plaisir de recevoir Stéphane Loriot, responsable juridique de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, également connu sous le nom de la CNCGP. Bonjour Stéphane Loriot. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau également. Alors on peut peut-être commencer avec vous, Claire Castanet. Je vais rappeler quelques chiffres qu'on peut trouver dans les différents articles qui sont sortis sur le sujet. Plusieurs sites recensent au sein de l'AMF ou de la CPR, plusieurs listes recensent les sites ou entités frauduleuses au sein de l'AMF ou de la CPR. C'était 500 noms en 2019, 1200 noms en 2020 et à juin 2021, on était passé à 2400 noms. C'est même plus une augmentation, une accélération, c'est une explosion du nombre d'arnaques ou en tout cas du nombre de possibilités ou d'entités créées pour arnaquer les épargnants. Alors, ce que l'on a vu pendant la Covid, c'est que les épargnants ont passé beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, sur le net. Et à ce titre-là, ils ont été plus exposés finalement à des arnaques au placement financier. Ces arnaques, elles ont pu toucher tout le monde. Nous, ce que l'on a constaté, ce sont de nombreuses offres, notamment sur des valeurs refuges, notamment concernant des investissements dans des biens tangibles, très concrets, qui rassuraient en fait. Alors les valeurs refuges, c'est l'or. Les biens concrets, ça a pu être le vin, le champagne, le whisky, avec des déclinaisons, comme vous pouvez le voir. Et ces offres-là, malheureusement, ont piégé un certain nombre d'épargnants. Donc, en revanche, une explosion, oui, si on prend en compte les usurpations, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce que nous avons constaté, nous, surtout, c'est qu'il y a eu sans doute une vigilance plus importante des épargnants, parce que les autorités, très vite, avec la CPR, le régulateur de la banque et de l'assurance, nous avons, dès mars 2020, appelé à la vigilance les épargnants. Nous avons travaillé également au sein de la Task Force nationale anti-arnaque avec la police, la justice, la DGCCRF, la CPR, pour faire un guide de prévention anti-arnaque. Et nous espérons que ces fiches pratiques destinées aux professionnels et aux particuliers ont aidé à et ce que vous nous dites, oui, effectivement, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a plus de noms sur la liste qu'il y a plus d'arnaques, c'est peut-être aussi qu'il y a plus de vigilance aussi. Il y a plus de vigilance, et puis ce qui nous a frappé en 2020, et ça se poursuit en 2021, ce sont les usurpations. Les usurpations, et là, aussi bien sur des produits, par exemple une SCPI très renommée, ou de faux gestionnaires de patrimoine vous contactent et vous proposent soi-disant d'investir dans cette SCPI. Or, il n'y a rien. Ce sont des usurpations également de noms d'opérateurs, par exemple l'arnaque au parking dont vous parliez, pour rassurer et pour rendre plus crédible, étaient utilisés des noms des grandes BTP. Et puis malheureusement, les CIF, les conseillers en investissement financier, ont été très usurpés. C'est ça, pour bien comprendre, quand on parle d'arnaque, donc ça peut prendre des formes diverses. On peut effectivement avoir un acteur que personne connaît qui va vous proposer 15% sur un livret avec zéro risque. Bon, effectivement, la vigilance justement peut permettre de ne pas y aller, mais on voit aussi fleurir en fait des usurpations d'identité d'acteurs connus sur le marché, que ce soit des acteurs de l'immobilier ou des conseillers en gestion de patrimoine, ou en tout cas des gens agréés dont c'est le métier, qui voient en fait leur identité usurpée et qui proposent des produits, mais en fait on se rend compte qu'on a versé de l'argent à une personne qui n'est pas du tout la personne qu'elle prétendait être, c'est ça. Et donc on voit par exemple des SCPI proposées soi-disant sur la plaquette par un grand nom de l'immobilier, alors que ce grand nom de l'immobilier n'a jamais été associé au produit en question. Tout à fait. Nous, ce que nous avons constaté à l'autorité des marchés financiers, c'est le fait que certains escrocs, alors souvent en faisant de la publicité, des bannières Internet, en utilisant des formulaires très alléchants avec ces promesses de rendement très, très fortes et sans risque, bien évidemment. C'est toujours ça quand même. C'est que la promesse de rendement est toujours présente quand même, globalement. La promesse de rendement est toujours présente. Et en revanche, ils utilisaient et des noms et des numéros d'enregistrement d'acteurs
agréés. Et effectivement, ça a été un point de vigilance très important. Et c'est pour cela qu'avec l'ensemble des associations professionnelles, dont toutes les associations de CIF, mais aussi l'AFG, la SPIM, tout ce qui est private equity également, nous avons alerté en mars 2021 pour appeler à la vigilance et demander aux épargnants qui se font contacter de toujours vérifier par des contre-appels à qui ils ont affaire. Alors on va parler du mode opératoire. Juste avant Stéphane Loriot, on parle d'usurpation d'identité. Ça a touché des conseils en investissement financier, ça a touché des CGP, ça a touché des gens qui avaient notamment leur numéro Orias qui était déclaré, qui étaient donc déclarés comme des professionnels du secteur et qui voyaient leur nom, leur numéro, voire même leur site dupliqué. Vous l'avez constaté, vous, sur le terrain, au sein de la CNCGP ? Tout à fait. Donc, pour ce qui est de la CNCGP, nous avons eu connaissance de 17 usurpations d'identité l'année dernière. D'accord. Donc, étant donné que nous avons 1700 organismes adhérents, ça fait quand même 1% à peu près de notre population. Et cette année, c'est un petit peu en décroissance puisqu'on est à 8 sur cette année, du fait sans doute de la fin des confinements. Donc le mode opératoire, fréquemment, c'est que l'usurpateur crée un site internet au nom de notre adhérent pour attirer les victimes, mais ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas toujours le cas, puisque parfois il ne crée même pas de site internet, il se contente d'une démarche directe par email. Et donc avec une adresse email qui correspondrait quand même globalement au nom du... Voilà, c'est ça, mais même parfois simplement créé sur Gmail, D'accord, en approchant de notre adhérent. Donc il y a un peu, effectivement, alors donc du coup on peut comprendre que ces modes opératoires sont plus ou moins sophistiqués finalement. Néanmoins, il y a toujours quand même un risque de préjudice pour notre adhérent. D'une part, que nous incitons bien sûr à porter plainte pour usurpation d'identité. Mais il arrive ensuite fréquemment que les personnes victimes de ces usurpateurs, finalement, s'adressent in fine à notre adhérent, puisque oui, c'est ça. vont retrouver ses coordonnées. On leur propose un placement, ils vont accepter de placer leur argent, donc ils vont faire le virement. Puis là, d'un coup d'un seul, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils entendent plus de son, plus de lumière, il n'y a plus de contact avec la personne en tout cas avec la personne avec qui ils échangeaient par mail ou qu'ils ont pu avoir au téléphone aussi, ça arrive ou... Voilà, c'est ça. Dès lors qu'ils ont versé les fonds, évidemment, ils n'ont plus de nouvelles. De la part de... Et donc là, ils appellent le vrai CGP, du coup. Et du coup, ils appellent notre adhérent qui, finalement, assure un peu, à ses dépens, le service après-vente. Bien sûr, oui. Mais il ne rembourse pas. Voilà, c'est notre adhérent. Non, heureusement. Heureusement. Disons que... non, il n'a pas touché l'argent, donc il ne va pas le rembourser. Donc il bien sûr. Il n'est pas tenu de le faire, bien sûr, puisqu'il il est aussi victime dans le cadre de ces process frauduleux. Donc, mais donc, il doit, à ses dépens, disons, sur son temps, expliquer ce qui s'est passé à la personne. Et donc, il est un peu doublement victime de cette usurpation. Donc, en fait, outre le dépôt de plainte, l'autorité des marchés financiers nous incite nos adhérents aussi à mettre un avertissement sur leur site internet, de façon à ce que les clients potentiels soient avertis de la présence d'escrocs. Et ensuite, effectivement, nous, on les incite aussi et on transmet les informations à l'AMF qui met le site internet ou l'adresse mail de l'usurpateur sur liste noire. D'accord. Donc on va regarder effectivement plus en détail comment se prémunir. Juste avant, j'aimerais bien qu'on parle du mode opératoire, Claire Castanet. Si je comprends un peu ce que vous nous avez dit, c'est systématiquement du démarchage en premier lieu. Après, la question, c'est où est-ce qu'on va démarcher ? Est-ce que c'est sur des réseaux sociaux ? Est-ce que c'est via des bannières de publicité ? Mais c'est toujours, en fait, il n'y a jamais de proactivité de l'épargnant au départ. C'est toujours du démarchage, une réponse à un démarchage. Ce qui peut être assez subtil pour l'épargnant, c'est qu'en fait, il y a des bannières publicitaires, il y a des pages web auxquelles sont attachés des formulaires. D'accord. Donc, on voit bien l'intérêt pour une offre très, très alléchante. Donc, par curiosité, l'épargnant y va. Il laisse ses coordonnées. C'est ça, il laisse juste ses coordonnées, là, pour l'instant. Il laisse juste ses coordonnées, téléphone, mail. Et c'est là où le piège se referme, parce que c'est le téléphone qui arrive derrière, avec de faux conseillers qui le contacte, qui lui envoie des mails, donc il y a un échange humain, d'accord. Et il y a un échange humain. Et c'est là où c'est extrêmement piégeux
pour l'épargnant, c'est qu'il y a une relation qui se crée. Le faux conseiller apparaît professionnel, voire sympathique. Il envoie également de la documentation, alors qu'ils peuvent être des copier-coller de véritables documents qui sont des faux. On aura quand même changé les rendements ou ce genre de choses, voilà, peut-être à la marge. Il peut y avoir effectivement une adaptation, mais tous les attributs de quelque chose qui pourrait paraître sérieux. Et derrière, finalement, cette relation humaine fait que le faux conseiller est capable, parce qu'il a des techniques de manipulation, des techniques psychologiques, finalement d'aller pomper un maximum d'argent et de bien connaître la surface financière de son client, bien sûr, parce qu'il s'est présenté comme un soi-disant professionnel. Oui, donc il a, j'imagine, tout un questionnaire qui permet de comprendre effectivement quel est le profil de l'épargnant avant de le conseiller faussement pour investir sur des placements. Vous constatez, vous, quand les épargnants se rendent compte qu'ils ont fait face à un placement frauduleux, ils peuvent récupérer leur argent ou c'est trop tard ? C'est très difficile une fois que l'argent est parti. Alors, lorsque vous êtes tombé dans le piège, et on reviendra sur la prévention, parce que c'est la bien prévention. Sûr, oui, on va se rendre compte que la prévention est plus importante que... plus importante que la suite, même si tout n'est pas forcément perdu, mais enfin, c'est très, très difficile. Donc, il faut porter plainte, comme Stéphane Loriot le disait. Il faut porter plainte, mais une plainte documentée, c'est-à-dire avec des documents, avec des relevés d'opérés, avec également des enregistrements téléphoniques. Il faut également, parce que souvent c'est une perte financière, mais c'est aussi de grandes difficultés psychologiques. Donc il faut aussi documenter tout cela pour que la justice puisse agir, puisque c'est du périmètre de la justice. On est dans le domaine de l'escroquerie. Et alors, on va se demander justement comment prévenir, comment s'en prémunir. Alors, il y a comment s'en prémunir quand on est épargnant et comment s'en prémunir quand on est professionnel. On va continuer avec vous, Claire Castanet. Tout d'abord, comment s'en prémunir quand on est épargnant. Déjà, ça touche tout le monde. Vous nous le disiez en introduction, il n'y a pas des personnes qui doivent faire plus attention que d'autres, des gens qui s'y connaîtraient moins sur les investissements. Ça touche vraiment tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire tous les milieux. D'accord. Tous les patrimoines, tout le monde en termes de classe d'âge, tout le monde en termes de région. Alors, ce que l'on note cependant, c'est que les personnes un petit peu plus âgées, qui sont sans doute plus chez elles, peuvent être encore plus victimes, puisque plus exposées. Mais ça touche tout le monde, et y compris des épargnants avertis. Et alors, comment on fait pour s'en prémunir rapidement ? Comment on fait ? Donc, tout simplement, d'ores et déjà, lorsqu'on s'occupe de son épargne, il faut être acteur. C'est-à-dire ne jamais répondre à des sollicitations que l'on n'a pas enclenchées soi-même et à partir de là, s'adresser à son conseiller traditionnel. Ça, c'est très important. Ne pas tomber dans la magie, le mythe du rendement facile. On le rappelle, avec du rendement, il y a toujours un risque. Et ça, c'est évident. Il y a nécessairement un risque. Faire des vérifications. Et c'est pour ça aussi que nous demandons aux conseillers en gestion de patrimoine de développer des sites Internet et de mettre en place une veille réputationnelle sur Internet pour qu'on puisse les contacter et vérifier ce qu'il en est. Et il y avait peut-être un autre conseil Et derrière, effectivement, lorsque malheureusement on s'est fait avoir, nous alerter par formulaire. Bien sûr, pour éviter que d'autres se fassent avoir. Pour éviter que d'autres se fassent avoir, porter plainte et ne pas rester seul. Stéphane Loriot, même question, comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir du côté des épargnants, mais aussi du côté des professionnels, parce que c'est quand même une vraie perte quand on est professionnel et qu'on a vu son identité usurpée. On peut se prémunir contre ça aujourd'hui ? Alors, on peut mettre en place effectivement certains dispositifs, par exemple, comme l'a dit Claire Castanet, veiller à ce que personne n'utilise votre nom sur Internet. Ça peut se faire par une simple alerte sur un moteur de recherche, par exemple. On vérifie. Voilà, qui vous prévient que si sur le web apparaît un site Internet qui reprend votre nom, eh bien, vous recevez une alerte directement par email. Ça peut aussi consister à faire en sorte de déposer les noms de domaine approchants. Si vous avez un nom de domaine, par exemple, avec un tiret, les usurpateurs vont déposer le même nom de domaine, mais sans le tiret, par exemple. D'accord. Ouais. Donc il faut être très précis, effectivement, quand on regarde les sites Internet ou autres. Voilà, déposer en .fr et en .com, par exemple, puisqu'ils vont aussi jouer là-dessus pour créer la confusion. Donc, et puis, ce qui est aussi important, c'est d'avoir une présence sur Internet, puisque c'est-à-dire que quand les gens vous recherchent sur Internet, ce soit bien votre site qui arrive en premier, et puis peut-être le contenu que vous avez partagé, par exemple sur les réseaux sociaux, etc.,
plutôt que éventuellement le site de l'usurpateur. Parce que si vous n'avez aucune présence sur Internet et que vous avez un site usurpant votre identité, c'est le site de l'usurpateur qui arrivera toujours en premier dans les résultats Google si vous n'avez aucune présence sur Internet. Donc le combat, il se fait essentiellement sur Internet aujourd'hui, d'essayer d'être suffisamment présent et d'être suffisamment armé pour éviter de laisser la place à des escrocs, en fait, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Donc bon, c'est quand même un temps en plus pour le CIF. C'est pas forcément son métier principal, mais c'est indispensable pour éviter qu'il y ait des arnaques aujourd'hui, que ce soit préjudiciable pour lui ou pour les épargnants de l'autre côté. Merci beaucoup Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Merci Stéphane Loriot, responsable juridique de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, pour ce moment de pédagogie sur les différentes arnaques qui ont fleuri sur Internet. Alors on a donné un certain nombre d'exemples, il y en a d'autres, on n'a pas parlé du Forex, mais il y a du Forex également. Enfin, ça touche tous les placements finalement, Claire Castanet. Oui, ça touche tous les placements et nous avons sur 2020 et encore 2021 le Forex et les cryptoactifs qui sont vraiment les terrains de prédilection des escrocs. Et je conseille aux épargnants systématiquement d'aller consulter nos listes noires et de s'équiper de notre application mobile AMF Protect Épargne qui leur permet très simplement de faire un autodiagnostic et d'aller vérifier si le site qui les contacte est déjà sur notre liste noire. Voilà, effectivement, donc du coup vous avez tous les éléments pour vérifier par vous-même. Merci donc à tous les deux, merci à vous également. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine, une version plus courte aujourd'hui en raison de la présence de notre partenaire Club Patrimoine au salon Patrimonia, dont vous aurez des retours dans cette émission dès la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à demain.